Eh bien bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver dans mes aventures. Donc aujourd'hui on va voir une mini extension, peu importe, une adaptation au jeu pour Rusty Dagger. Donc j'ai déjà travaillé sur cette adaptation avec Frostgrave et là on va jeter un petit coup d'œil à Rusty Dagger en, on va dire, élargissant la surface de jeu. Comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, c'est une surface qui fait 10 cases x 6. J'avais envie d'étendre ça, j'avais envie d'y rajouter des choses, des nouveautés. On va rentrer un peu plus dans ce qu'on appelle le roleplay, le jeu de rôle à base de scénarios spécifiques, mais potentiellement adapter des scénarios officiels de Rusty Dagger sur ces nouvelles surfaces. Alors, on va plus particulièrement travailler là-dessus. Donc, c'est Town and Taverns de Loki Battle Maps. J'ai fait la présentation en vidéo que vous retrouverez en haut à droite de cet écran pour ceux qui ne connaissent pas, voir à quoi ça ressemble au niveau de ces livres. Donc, ça va être du spécifique là-dessus. Alors il existe d'autres produits, vous ferez une adaptation, mais c'est vrai que moi plus particulièrement je vais travailler là-dessus. Vous avez également ces livres, donc c'est des Little Book of Battle Mats. Donc là par contre il n'y a pas de souci parce que vous avez sur ces livres ici par exemple qu'on peut voir au niveau des cases, vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sur 6. Donc pour le placement ça sera du D12 sur du D6 au niveau du placement des décors, et vous adapterez en fonction de l'impression qu'il y a sur ces livres. Alors là, il n'y a pas de particularité spécifique au niveau des règles, il y a juste 2 cases supplémentaires. Donc si je recalcule, oui, il y a juste 2 cases supplémentaires par rapport au D10 qu'on va retrouver dans les règles officielles. Alors, c'est la bêta, donc forcément il y a peut-être des coquilles. Il y a des choses que c'est en me levant ce matin, j'ai dit ah putain ça aussi il faut que j'y rajoute, parce que voilà, pour essayer de se rapprocher un petit peu du scénario, on va y intégrer en particulier les cavaliers, parce qu'on va multiplier la surface quasiment par 2. Donc forcément je me suis dit pourquoi pas intégrer des destriers, pourquoi pas intégrer les gros monstres, parce que intégrer les gros monstres sur les règles officielles de Rusty Dagger, c'est un peu coton. Donc voilà, j'ai réfléchi à tout ça, et puis ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se mette sur la table et je vous montre, je vous fais la démo de ces règles, à savoir que cette vidéo est complémentaire du fichier et le fichier est complémentaire de la vidéo. Donc je vous ai mis tous les liens nécessaires dans le fichier en téléchargement dans la description et des commentaires épinglés sous forme de PDF. Il y a 4 pages. Donc voilà, écoutez, on attaque. Allez, on se retrouve sur la table pour la présentation du matériel nécessaire à cette extension. Alors, dans un premier temps, bien sûr, le principal, ça va être d'avoir les livres de Loki Battle Mats ou équivalent, parce qu'il en existe d'autres marques, mais à vous d'adapter en fonction bien sûr des impressions qu'il y a sur le livre. On regardera ça tout à l'heure, donc je ne vous incite pas à les acheter. Je vous dis simplement que à la base je voulais faire cette extension pour moi. Après tout, je me suis dit pourquoi ne pas vous la partager, et ceux qui possèdent le livre tant mieux, ceux qui veulent l'acheter l'achètent, ceux qui ne veulent pas l'acheter l'achètent pas, peu importe. Mais vous pourrez trouver sur internet tout ce qui est on va dire support à base de cases, mais là on va jouer sur du minimum 12 x 12 cases. On va étendre le jeu, on va rentrer dans une autre dimension de Rusty Dagger. Alors, vous aurez besoin de ce livre, vous aurez besoin de feutres effaçables, parce qu'on peut sur ces surfaces mettre des annotations, notamment au niveau des numéros de cases, et effacer avec un chiffon. Vous aurez besoin de D12, D20, ça c'est normal pour le placement aléatoire des décors, des ennemis et de vos héros, mais également de portes, parce que dans ce type de livre, bien souvent vous avez des donjons, vous avez des bâtiments, vous avez pas mal de choses où il faudra ouvrir des portes, mais on verra tout à l'heure les
actions, enfin toutes les règles d'action à ce niveau-là, et vous aurez besoin de pions. Alors, ces pions, il faut qu'il y ait une face neutre, comme là. Alors, c'est des pions de zombicide, et j'ai trouvé que c'était bien sympa. Des pions de zombicide qui vont vous permettre justement de les mélanger, et en fonction de... parce qu'on pourra fouiller, hein, ou tout autre effet de bâtiment ou autre, et on peut retourner, on a des couleurs différentes, et on se... vous voyez là il y a du rouge, donc ça, rouge ça craint un peu quand même, du vert, donc vert ça peut être de la fouille, là jaune, bon c'est peut-être un piège, blanc, il n'y a rien. Voilà, par exemple, c'est un thème, hein, donc blanc il n'y a rien, jaune ça peut être un piège, vert ça peut être des trouvailles, hein, violet ça peut être autre chose, rouge c'est peut-être un monstre, enfin bref voilà. En gros l'idée, hein, mais il faudra avoir des pions sur une face neutre et sur une face au verso, une face colorée. Alors je vous ai mis dans le livret, je vais vous l'afficher à l'écran plutôt au lieu de vous le montrer comme ça, il y a la possibilité justement de pouvoir adapter ces pions avec des pastilles, des trucs en plastique tout bidon là qu'on achète à Action même. C'est des espèces de jetons de couleurs, donc vous sélectionnerez une couleur, hein, par exemple 6 jetons verts en fonction du scénario, et au dos vous pourrez y coller des pastilles de couleurs. Voilà, c'est une façon aussi de faire des économies, ou éventuellement imprimer des fichiers STL de pions où il y a une face neutre et l'autre on peut la colorer. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour au niveau du matériel, à savoir que bien sûr vous aurez besoin de tout ce qui est décor de Rusty Dagger, enfin décor de base. Par contre, on regardera tout à l'heure la mise en place des décors, mais il faut rester dans le thème. Hein, donc je vous montrerai quelques exemples. Donc comme il y aura des bâtiments, prévoyez quand même quelques meubles intérieurs. On aura sûrement des arbres, donc n'allez pas me planter un arbre aléatoirement en fonction du décor dans une taverne. Bon, c'est possible, hein, chez les elfes par exemple, ils construisent autour les arbres. Mais en gros, voilà, c'est adapter le décor en fonction de la surface imprimée. On verra un petit peu les effets de surface imprimée tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais à vous rajouter au niveau de la rubrique matériel? Rien d'autre, hein. De toute façon vous avez vu, je chapitre la vidéo pour vous référer à ces trucs là. Ce qu'on va voir maintenant, ça va être l'adaptation de la surface de jeu, donc c'est vous qui choisirez en fonction si vous voulez jouer sur une page ou deux, c'est-à-dire livre totalement déplié, parce que sur 4 sur 2 livres dépliés en 2, d'ailleurs sur 4 faces, c'est possible, mais ça peut être long, donc j'ai dû réfléchir à l'adaptation, notamment au niveau des mouvements, pour pouvoir que ça ne traîne pas trop à longueur au niveau des déplacements des figurines. Ce que je vous propose maintenant, c'est l'adaptation de la surface de jeu par rapport au livre. Allez, on va regarder comment adapter la surface de jeu par rapport au nombre de pages du livre qu'on va jouer. Donc maximum 2 pages, parce que si on joue sur 4, ça risque d'être un peu chaud. Comme je le stipulais tout à l'heure, il va falloir adapter les décors en fonction de la surface de jeu. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des bâtiments, ce qui augmente la dimension de Rusty Dagger, où on va pouvoir fouiller, etc. Mettre des portes, hop, porte ouverte, porte fermée, comme je le fais habituellement dans tout ce que je présente. Vous voyez, donc ça c'est une porte ouverte et ça c'est une porte fermée. Il va y avoir une interaction par rapport à ça, mais on le verra tout à l'heure. Alors à savoir que si vous jouez sur une seule feuille, vous pourrez adapter un scénario de Rusty Dagger, c'est sûr, sauf que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et l'adaptation va se jouer au niveau du placement aléatoire avec 2d12. Hein. C'est logique, sauf que si je prends cet exemple-là, et j'ai fait exprès de le prendre, vous remarquerez qu'ici il y a de l'eau. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est décaler. Bon, si vous tombez là, vous faites un 12 ici. Admettons, vous faites un 12 et là, vous faites un 1. Le problème ne va pas se poser. Le problème ne va pas se poser parce que 12, 1, c'est là. Sauf que si vous êtes à 12, 2, vous décalez. Poum.
12-3, vous décalez. Donc voilà, c'est pour ça ils ne vont pas se retrouver dans l'eau les ennemis, à moins qu'ils arrivent à la nage. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est adapté. À un moment donné, moi je sais que j'ai rien contre les puristes, mais s'il manque une virgule dans une règle, ils vont râler. Alors moi je dis, il faut faire appel un petit peu au sens imaginatif, au sens de la logique pour voilà, faire le nécessaire et adapter, le but étant toujours de s'amuser, comme je le répète souvent. Donc pour l'adaptation au niveau des décors, c'est pareil, si on vous demande un petit décor, vous faites un G, vous faites 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'allez pas me planter un bosquet là-dedans. D'accord? Il faut être logique. Si vous tombez là, ben dans ce cas-là, vous trouvez un petit décor, tout simple, voilà, une petite armoire. Voilà, vous adaptez le décor en fonction de l'environnement dans lequel il est. Alors je m'aperçois que mon retour caméra n'étant pas terrible, je vais peut-être y mettre un petit peu de lumière, comme ça vous voyez peut-être mieux. Voilà, je ne sais pas si on va voir mieux. Enfin, voilà. Ce que je me disais, c'est un petit peu sombre, je ne vois pas bien mon armoire qui est là. Bon, voilà. Alors j'espère que ça change quelque chose. Je vais voir. Ouais. Enfin bref, on va laisser comme ça, allez. Donc voilà, c'est adapter le décor en fonction, bien sûr, n'allez pas me planter un arbre là-dedans. Voilà, seuls les elfes sont autorisés. Ok, donc là c'est la logique, hein, pour l'immersion, les décors moyens. Alors après, effectivement, on peut adapter, hein, si c'est une taverne, voilà, hein, il y a petite chose comme ça. Bon, c'est vous qui voyez. Donc là, c'est pour, justement, sur une feuille de jeu, on peut noter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 5, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut faire ça. On peut noter dans un premier temps. Hein. Et une fois qu'on a noté, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, eh ben, on peut l'effacer. Hop. De façon à jouer sur l'entièreté de la table, ou alors mettre des pions numérotés ici, mais ils ne vont servir qu'à la mise en place. C'est pour ça que le feutre effaçable est très bien. Comme ça, vous mettez vous quadrillez vos trucs, vous placez vos décors, vos ennemis, vos héros, et c'est parti. Alors maintenant, on va regarder la surface de jeu sur 2 pages. Voilà. Donc je vais cadrer tout ça. Et on y est. Voilà. Donc là, même système. Sauf que on a 12 ici. Donc un des 12. Ok. Ça, c'est pas gênant. Pardon. Par contre, au niveau de la surface de cases, ça double ici. Donc vous allez avoir 24 cases. Alors, le D24, il n'existe pas. Hein, je tenais quand même à vous le spécifier. Donc, on va se débrouiller avec un D20. Et pour cela, il va falloir supprimer 4 colonnes pour obtenir 20. Donc, du coup, admettons ici, je peux, parce que je veux garder ces bâtiments, je peux supprimer ces colonnes-là. Donc là, on tombe à 22. Et admettons ici, je me suis dit, bon, là j'en ai supprimé 2, là je vais en supprimer 2 automatiquement. Donc ça, je les vire. Je fais mon placement de figurines, d'ennemis, etc. Donc vous verrez que là, on va tomber ici. C'est pas gênant. Donc, mais vous adapterez en fonction de la surface, en fonction du scénario, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, il faut faire preuve un petit peu d'imagination. Donc, une fois que j'ai placé mes monstres, que j'ai placé tout ça, écoutez, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Donc il y en a qui vont tomber dans les maisons, ça peut arriver aussi, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, une fois qu'on a fait la mise en place, quelle qu'elle soit, on va venir effacer notre mise en place. Voilà, comme ça on laisse quelque chose de propre, parce que moi j'ai toujours peur quand même que malgré que ça soit des feutres effaçables, si ça sèche, je sais pas, bon, j'ai de l'alcool au cas où. Donc voilà, donc du coup, sur 2 pages du livre, ce sera du 24 x 12. Donc, éliminant 4 colonnes, on sera sur
du 20 x 12, d'où le fait d'utiliser le D20. Donc là, j'ai fait 19, d'accord. En fonction, bien sûr, de l'agencement des décors imprimés sur les livres, bah, vous adapterez, il se peut que vous supprimiez trois colonnes et que vous en laissez une ici. Mais à la base, il faudra, à chaque extrémité du livre, virer des colonnes. Ah, pas au milieu, forcément, hein, il faut être intelligent. Donc là, on peut enlever 2 colonnes, là, on pourra enlever 2 colonnes, ou on peut en enlever qu'une. Et là, on pourra en enlever 3, ce qui fait qu'on placera nos figurines ici. Voilà, c'est une adaptation de la surface de jeu sur 2 feuilles. On n'ira pas plus loin que 2 feuilles. Je pense que c'est suffisant pour vivre une aventure, mais on aura des bâtiments dans lesquels on pourra rentrer fouiller, dans lesquels on pourra éventuellement faire des effets par rapport aux pions qui seront placés dedans, hein, qu'on visite ici, tac, et on va se référer au scénario, ce qui va nous permettre de mélanger et de ne pas tomber toujours sur les mêmes effets de scénario. Voilà, j'en ai fini pour l'adaptation de la surface sur une page et sur 2 pages. N'importe comment, référez-vous au fichier. Et si toutefois il y a une coquille, dites-moi-le, je modifierai, je ferai la mise à jour. Alors ce que je vous propose maintenant de regarder ensemble, c'est l'impact des décors imprimés sur les livres. On verra par la suite, on va dérouler ensuite les actions. Alors, les décors imprimés, aussi bien que les décors 3D, vont avoir un impact sur le jeu, ce qui est normal. Et en fonction des décors imprimés, on va adapter les règles. Alors, si on regarde bien ici, nous avons une petite barrière donc, qui coupe, on va dire, une case. Donc là, si vous avez un décor qui vient se poser dessus, éventuellement décalez-le. Hein, parce que on va considérer que ces barrières sont des petits objets, enfin sont des décors bas. Donc là, il y a une notion simplement, hormis les décors imposés par les scénarios, on a des décors bas, hein, tout ce qui peut être barrière, petit muret qu'on voit ici. Hein, je ne sais pas si on le voit bien. Il y a des petits murets, on en a un là, donc c'est considéré comme des corps bas, donc on va les prendre en compte au niveau des pénalités de mouvement et de tir, hein, ça c'est obligatoire, des petits tas de pierres, des meubles aussi, hein, parce que là regardez ici, il y a un décor imprimé qui est une table, et si on regarde bien, je vais décaler celui-là ici, hein, voilà. Si on regarde bien, là, j'ai une table, on va dire, en 3D. Donc, c'est pour ça qu'en fonction du scénario, en fonction des décors, il ne va pas falloir non plus trop surcharger, parce que dans les bâtiments ici, vous voyez, c'est beaucoup plus chargé que là, par exemple. Hein, il y a beaucoup plus d'espace. Alors, à savoir que vous aurez la possibilité, en fonction de la page sur laquelle vous jouez, soit de garder, on va dire, les décors spécifiques aux règles officielles du scénario, soit éventuellement vous tirerez un D12 là-dessus au lieu de faire un D20. Voilà, parce que là vous remarquerez déjà on a des portes, on a des meubles, on a un meuble prédessiné hein, qui est une table. Nous avons ici positionné aléatoirement un bosquet. Là je vais mettre ça ici, donc vous voyez déjà là ça fait bien chargé. Donc à vous d'adapter, ou en fonction du scénario lié aux pages, parce que dans le scénario que je vais faire, on va se retrouver sur ces pages là, donc ça sera la page 4 et la page 3 du volume 2 de Towns and Tavern. Donc vous voyez là au niveau des décors, on est quand même relativement pas mal. C'est une belle immersion on va dire, mais il ne faut pas non plus que ça gêne le jeu. À savoir que bon, tout cela,
ces petits décors, on va les considérer non pas comme des décors hauts, des décors bas, des machins, par des gros décors ou des moyens ou des petits. Là, on va prendre la totalité du muret. Donc là, c'est un décor moyen. Donc on va l'appliquer ici et ça va avoir une incidence sur les tirs. À savoir que tout ce qui sera les bâtiments, ici, que ça soit, admettons la roue là, hein, parce que bon, elle va pas jouer la roue parce que c'est forcément elle est à l'extrémité, mais il se peut qu'on ait des fontaines, des statues, tout ce que vous voulez, des cryptes. On va considérer à ce moment-là que tout ce qui est bâtiment, mur de château, colonnes, statues, fontaines, on va les considérer comme des décors hauts qui bloquent le mouvement et qui bloquent la ligne de vue, sauf dans les bâtiments où on peut rentrer dedans, comme on peut le voir ici. Voilà un petit peu l'impact des décors imprimés sur le plateau de jeu. Alors, tout ce qui est herbe, bosquet, là, champ de salade, là, je sais pas ce que c'est. Bah, là, voilà, il n'y a pas de restriction de mouvement. Éventuellement, si, alors j'ai pas fait gaffe, mais parce qu'ils font assez bien les choses, hein, ils essayent quand même d'épurer au niveau des corps, hormis les bâtiments. Mais si vous avez un arbre, ben, considérez-le comme un décor haut. Si éventuellement dans le scénario on vous dit de mettre un petit décor bas et un moyen décor bas et que là vous avez déjà un muret, ben, pourquoi pas l'enlever du scénario vu que vous avez déjà votre décor pour espacer, on va dire, la surface de jeu. Après, au niveau du placement des décors, en raison de la surface qui sera plus grande et en fonction de ce qu'il y a imprimé dessus, parce que des fois ça peut être vierge, alors là éventuellement vous adapterez le scénario officiel de Rusty Dagger sur 2 pages du livre, mais il faudra éventuellement multiplier les décors par 2. Par contre, sur une seule page du livre, vous appliquerez la règle officielle du scénario. Bon, ça, c'est le petit rappel. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Après, il y a une forme de logique. Hein. Quand on est wargamer, comme on dit dans le jargon, quand on joue au jeu de figurines, pour rester beaucoup plus français, il faut qu'on garde une certaine logique. On le voit tout de suite. Moi, je le vois tout de suite, là, que c'est un petit peu chargé, parce qu'on va aller mettre les mains ici. Voilà, donc il faut aussi faire preuve d'initiative et prendre des décisions pour alléger tout ça. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va passer maintenant aux actions qui vont être soit adaptées, soit modifiées, et y rajouter de nouvelles choses pour cette extension. Allez, on va maintenant jeter un petit coup d'œil sur l'adaptation ou la création d'actions disponibles pour cette extension. Alors, toutes les autres règles officielles du jeu s'appliquent, sauf pour le mouvement, et ça seulement sur 2 pages, mais on va le voir après. À savoir que pour le mouvement, sur une page de jeu, pardon, vous n'aurez pas à appliquer les règles qui vont suivre, vous gardez les règles officielles parce qu'il y a des choses qui vont changer. Notamment, là, on est sur 2 pages. Alors, pour ceux qui ont l'œil, ils ont vu apparaître une nouvelle figurine dont on va détailler, on va dire, l'intégration bêta de cette figurine. Alors, au niveau des actions de déplacement, comme je le disais, vous appliquez les règles officielles des mouvements orthogonaux sur une seule page du livre. Ça ne change pas. Et vous n'inclurez pas, pour ceux qui ont eu l'œil d'ailleurs, la figurine à cheval sur une page. J'estime que c'est pas, voilà, c'est pas ergonomique au niveau du jeu. Par contre, si vous jouez sur 2 pages du livre, cette fois-ci, sur 2 pages, vous serez autorisé à vous déplacer en diagonale. Alors, non pas pour faire un pied de nez aux règles officielles, mais simplement qu'en ayant fait quelques petits tests comme ça, vite fait, je m'aperçois qu'on va mettre du temps à se déplacer de 4 et machin et 4, blablabla. Et là, à un moment donné, ça traîne en longueur. Donc j'ai estimé que les déplacements en diagonale étaient autorisés et également, ce qui ne se fait pas dans les règles officielles, une deuxième action identique de mouvement. C'est la seule action que vous pourrez faire 2 fois sur ce format, c'est-à-dire vous vous déplacez, admettons, normal c'est 4, 1, 2, 3, 4, je me suis déplacé en diagonale, et
je vais dépenser la moitié de mon mouvement pour faire ma deuxième action de déplacement. 1, 2, vu que je fais 4. Et je vous ai mis le tableau qui va correspondre à tout ça, c'est-à-dire que les figurines qui ont la caractéristique de ramper, qui se déplacent d'une case, ne pourront pas se déplacer d'une case supplémentaire. C'est normal, on va prendre la moitié du mouvement, je le rappelle. Pour les figurines qui se déplacent lentement, on va, c'est-à-dire 2 cases de déplacement, on va rajouter une case de mouvement supplémentaire pour la deuxième action. Pour les normales qui se déplacent de 4 cases, comme on l'a vu là, on va pouvoir ajouter 2 cases de mouvement supplémentaires. Et pour les fast, alors j'ai inclus dans les fast les chevaux. Voilà, et ça on va voir la règle des chevaux tout à l'heure. Les fast, ils se déplacent de 6. Parce que j'ai vu, si je fais du super fast et ça se déplace de 8, après non, c'est trop. On va dire qu'on va respecter les règles de ramper, lent, normal et fast, 6 cases, avec bien sûr 3 cases de mouvement supplémentaires. Et comme ça, on peut avancer dans le jeu sans perdre du temps dans la longueur à se déplacer de 4 cases, voilà, etc. Donc là, par contre, les arcs longs ont toutes leurs spécificités au niveau du tir. Vu qu'on tire à 10 cases avec un arc long, mais ça ne change pas par rapport aux règles. Alors, une chose au niveau du déplacement qui est importante, c'est que si toutefois, admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, admettons je viens là. Alors là, considérez au milieu des cases adjacentes de combat. Hein. Donc là, c'est parce qu'il y a le rouleau en fer là. Mais si vous arrivez là, vous êtes déplacé de 4 cases. Vous vous déplacez de 2, 1, 2, et vous rentrez en combat. D'accord? On va se mettre là pour la visibilité, c'est mieux. Étant donné que vous avez fait vos 2 actions, c'est terminé. Vous ne pourrez pas rentrer en combat parce que ça vous fait faire une 3e action. D'accord? Donc c'est pour ça que la spécificité de ce deuxième mouvement ne permet pas d'enclencher une action de combat. Ça fait 3 actions. Donc dans le jeu de base, on peut faire 1, 2, 3, 4 et ensuite enclencher une action de combat. Ça, oui. Mais là, ça faisait trop. Je veux dire, donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'aller au contact parce que après c'est l'adversaire qui vous tape sur la tronche. Donc ça, c'est important. Alors, nous allons passer maintenant à la règle des cavaliers. Alors, je me suis un petit peu creusé la tête pour la règle des cavaliers pour essayer d'intégrer toujours dans le même principe, mettre de la dimension à cet excellent petit jeu. À savoir qu'au niveau de vos cavaliers, vous n'aurez droit qu'à un cavalier sur cette surface. Vous n'allez pas vous ramener avec 3-4 chevaux, bien que ça peut être possible, parce que vous allez comprendre pourquoi, mais au niveau des règles de base de cette mini-extension, j'ai considéré que le cheval était quand même relativement fortiche, et on ne va intégrer qu'un cavalier sur 2 pages du livre, et aucun sur une page du livre. Pas de cavalier sur une page, sur 2 pages, oui. Voilà, c'est, comme je vous dis, toujours en test, mais on va pouvoir adapter ça. Alors, à savoir que les chevaux donc se déplacent de F, c'est-à-dire fast, 6 cases. Le cavalier pourra faire demi-tour avec son cheval. Cela lui coûte 2 cases. Voilà, c'est comme quand on traverse un petit décor bas. Si pour des raisons stratégiques, le cavalier décide de faire demi-tour, donc il est là. Pour faire ce demi-tour, il faut qu'il ait potentiellement assez de cases, parce que là, il va se déplacer de 6. Il ne pourra pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et faire demi-tour, parce qu'il va lui manquer 2 cases, à moins de faire une deuxième action de mouvement qui sera de 3, vu qu'on rajoute la moitié du mouvement initial. Donc 6, dans ce cas-là, oui, il pourra faire 2 et un 3. Voilà. Et là, c'est possible. J'ai considéré que le demi-tour du cheval, ça prenait du temps, que le cavalier tirait sur les, sur les rênes. Donc là, ça peut être sympa. Parce que je me suis dit, un demi-tour, si ça coûte qu'une case,
je vois pas trop l'intérêt. Donc 2 cases, il faut bien réfléchir pour faire demi-tour. Autre petite règle sympa, mais pour cette fois, on va reprendre là où on était. Admettons, on a fait demi-tour ici, pour une raison quelconque. On va, parce que je suis un magicien, un mage-elfe, donc je déplace les montagnes et les cartes de jeu. Comme on peut le voir ici, il se peut que notre cavalier arrive devant un petit obstacle bas. Je dis bien petit obstacle bas, pas moyen, pas grand. Et c'est là, à ce moment-là, où la dimension du cavalier est, on va dire, importante, c'est-à-dire qu'il pourra, avec son cheval, et sans pénalité de déplacement, de sauter par-dessus un petit obstacle bas qui contient une case. C'est-à-dire, si vous êtes sur un moyen, là, voilà, admettons un moyen ou un grand, là on est plutôt sur un grand, il ne pourra pas sauter. Il peut sauter gratuitement par-dessus une case. Alors je vérifie quand même, les chevaux peuvent sauter les petits obstacles bas sans pénalité de déplacement, à condition que ces obstacles n'excèdent pas 2 cases de large. C'est-à-dire ça, par exemple. Il ne pourra pas sauter ça. Ça, il peut le sauter. Donc ce qui veut dire que dans son mouvement, il va faire 1. Il va compter la case qui saute, bien sûr. 2, 3, 4, 5, 6, et il viendra là. Éventuellement, il peut faire un demi-tour, et hop, se déplacer d'une case, et il aura fait ces 2 actions, dont son mouvement. Ça, je me suis dit, ça peut être réaliste sur certains cas de figure. On a, par exemple, ici, ce petit obstacle bas. On a envie d'aller au contact avec, là, on verra les combats avec les chevaux tout à l'heure. Il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 et on va rentrer en contact. Donc il a sauté. Ça fait un peu de la cinématique, ça fait un peu du cinéma là. Tu vois, le mec il galope, hop, il saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vient en contact, il attaque. Voilà. C'est ce qu'on voit souvent dans les films, hein. Caméra prise du dessous, le cheval il saute par-dessus. Donc vous voyez, voilà, cette règle-là, et je trouve qu'elle est bien sympa. Ça va permettre aussi de mettre du fun dans le jeu. Alors ensuite, la possibilité également de descendre de cheval. Voilà, alors ça, je me suis dit, les chevaux et les gros monstres ne sont pas autorisés à rentrer dans les bâtiments. Alors ça, je sais que c'est une règle qui intervient peut-être plus loin dans mes... ou alors j'ai dû la zapper, mais c'est pas grave, il faut le savoir que les gros monstres et les chevaux, enfin les cavaliers, n'ont pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Voilà, tout simplement. Hein, on verra tout à l'heure au niveau des monstres. Alors je sais plus où c'est que je l'ai imprimé. Voilà, c'est là. Voilà, parce que j'ai pas mes feuilles à l'endroit. Ce n'est pas grave, les amis, ce n'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc la possibilité, admettons, allez, cas de figure, on est, est-ce que vous voyez là, voilà, on a remarqué qu'il y a un point d'intérêt, un objectif, quelque chose qui est ici. Je dis, comme je suis rapide, je vais pouvoir me déplacer. Et je me suis dit, mais comme les chevaux, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les bâtiments, alors quel est l'avantage du cheval, hormis les bonus de combat qu'on verra tout à l'heure et les déplacements rapides? Là, je me suis dit, ok, dans ce cas-là, le cavalier pourra descendre du cheval. Donc, il va se déplacer en diagonale, 1, 2, 3, 4, il va se mettre devant, il a fait son déplacement à cheval, et ensuite, on va descendre de cheval pour une action, et ce sera tout, parce qu'on s'est déplacé. Hein, donc, pour une action, le cavalier pourra descendre de son cheval pour entrer dans un bâtiment, par exemple. Laissez votre figurine de cheval à l'endroit où elle se trouve. Ajoutez une figurine adjacente au cheval représentant le cavalier. Alors là, je n'ai pas spécifié, il va falloir que je le modifie. Le cavalier, bien sûr, pourra combattre à pied, mais ne bénéficiera pas du bonus de combat. Voilà. Donc là, alors là, je vais le modifier dans le fichier parce que c'est pour ça que c'est intéressant justement quand je fais une vidéo de mettre des cas de figure et de modifier. Je n'ai pas pensé que le fait de se déplacer, c'est une action et de descendre de cheval, c'est une autre action. Voilà. Donc là, il a fait ces deux actions et il ne pourra plus bouger.
Admettons, on va faire les choses autrement. Voilà, on est comme ça. C'est à mon tour de jouer. Admettons, je me suis déplacé avec l'entièreté du potentiel d'action de déplacement de mon cheval. C'est-à-dire que j'ai fait 6 plus 3, 9. Et j'arrive ici, donc j'ai fait mes 2 actions. Donc le cheval, il reste planté là. Bon, les monstres jouent, il y en a qui avancent, etc. Et à ce moment-là, ça revient à moi de jouer. Au niveau de l'initiative. Hein, ça, c'est comme vous le savez, ça dépend de l'initiative. Donc, je vais commencer mes actions. Première action, je descends à cheval. Deuxième action, 1, 2, je me présente devant la porte. Et ça, on verra tout à l'heure les ouvertures de porte. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, lui, il devient pédestre. Hein, on ne le voit pas bien là, il est derrière. On va le mettre là. Voilà. Il devient pédestre. À savoir que, bien sûr, pour interagir avec une porte, il faudra être adjacente. Quelle que soit, on va dire, la diagonale ou pas. Donc voilà, c'est ça je vais voir dans le fichier. Je vais le modifier parce que je m'en aperçois aussi. Donc, la particularité, parce que j'aime bien le mot particularité, bah, le cheval, malgré qu'il a sa figurine, il ne considère plus qu'il a sa figurine, donc il attend son maître. Le problème qui peut se passer si moi je rentre dedans pour fouiller, on va dire, la pièce, c'est que je vais être un petit peu à pied et mon cheval va se retrouver seul. Alors, à savoir qu'un cheval, si je reprends bien ses caractéristiques, c'est une figurine qui a... Alors, je l'ai noté où ça? Je ne m'en rappelle plus. De mémoire, elle a 3 points de vie. Parce que, ah oui, d'accord, je les ai notés dans les actions de combat, mais on verra ça tout à l'heure. Et elle pourra être attaquée. Le problème, c'est qu'attaquer un cheval, à un moment donné, il va fuir, mais ça, on verra dans les règles de combat, parce que là, on est... Bon, si vous voulez, il y a des règles qui se chevauchent, ce qui est normal, hein, forcément. Donc celle-là, j'en ai plus besoin. À savoir que, effectivement, oui, si le cheval est attaqué par une figurine ennemie, il se défendra de 1d6. D'accord, ça, je me suis dit, bon, hormis apporter le bonus de combat du cheval pour une attaque au corps à corps, mais pas de bonus pour le tir, je me suis dit, il faut quand même que le cheval se défende si toutefois il est attaqué. Et à savoir que s'il est attaqué, voilà, hein, au moment de l'attaque, quel que soit le résultat, blessé ou non, le cheval va fuir, hein, de son potentiel de déplacement directement. On va dire c'est une action immédiate et il va se diriger vers le bord de table le plus proche. Donc là, en l'occurrence ici, s'il se fait attaquer, 1, 2, 3, il sort de la table, le cheval est perdu. Voilà, en gros. Par contre, effectivement, si il était attaqué, admettons, je vais prendre là, voilà, admettons, il était attaqué là, bah, il va se diriger vers le bord de table le plus proche, 1, 2, 3, 4, admettons, il était là. On va prendre autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on a une figurine qui traîne par là. Donc, le cheval a fait son potentiel de mouvement maximum. Donc, ce qui veut dire que là, il finit son tour. Je tire dans le sac initiative. J'ai un personnage qui est pas loin. Il va tenter de le stopper. Donc, il va faire 1, 2. Il se déplace et pour tenter de stopper le cheval, il devra faire un jet de test avec un CR10, donc un seuil de difficulté de 10, plus son agilité pour le choper par les rênes et puis lui dire oh, voilà, et puis l'arrêter. Et à savoir qu'après, bien sûr, s'il réussit, il pourra le monter et bénéficier des bonus de combat. Mais s'il rate, auquel cas, dans ce cas-là, le cheval fuira quand ça sera son moment de fuir. Mais ça, il faut que j'adapte la règle parce que je viens effectivement de m'apercevoir qu'il ne peut pas faire un troisième mouvement. Hein, donc il a raté son jet, il reste à côté, on va dire qu'il le tient, et si au tour d'après il retente le jet, on verra ça, c'est au niveau du cas de figure où ça va être... Je pense que ça sera de l'aléatoire, parce qu'autrement, si les jets d'initiative, à chaque fois on va tenter avec lui de l'arrêter, lui ne bougera plus. Donc forcément,
la priorité sera au déplacement du cheval en fonction, on va dire, du cas de figure, ou alors vous tirez un dé. Voilà, on tire un dé. Est-ce que le cheval continue à s'enfuir? Est-ce qu'il a été stoppé parce que l'autre lui a fait oh, oh, oh. Et puis voilà. Et puis vous activez toutes vos figurines alliées sur le plateau de jeu. Donc vous voyez là, c'est voilà, ça peut être sympa. Il y a juste cette règle là que je cherche encore un petit peu des trucs. Voilà pour. Je pense qu'on a fait le tour pour la règle des cavaliers. Et justement, comme j'expliquais, les règles qui vont se chevaucher maintenant par rapport aux cavaliers, ça va être les règles d'action de combat et de tir. Alors, au niveau des actions de combat et de tir, donc les actions de combat et de tir restent identiques aux règles officielles de base. On ne va pas s'embêter le teston. On ne combat toujours pas en diagonale. Par contre, cette fois-ci, vous pourrez combattre à cheval. Et ça, c'est sympa, ça donne une dimension un peu plus épique au jeu sur une plus grande surface. Alors, combattre à cheval vous donne un bonus de plus 2 au résultat du dé. C'est-à-dire que quand vous allez jeter vos dés 6 que j'ai oublié de prendre, on va les prendre. Quand vous allez jeter vos dés 6, vous allez rajouter plus 2 à votre jet de combat par rapport au cheval, plus votre art de l'épée éventuellement. Voilà, donc admettons que vous avez plus 1 en art de l'épée, vous êtes sur un cheval, quand vous combattez au corps à corps, vous avez plus 2. Donc en l'occurrence ici, 1, 2, 3, pouf, j'attaque pour ma deuxième action. Donc je fais mon jet de dés. Ah oui, d'accord. Je rajoute plus 3. Donc là, 6 et 5, 11, plus 3, 14. Je crois que les zombies, ils ont des 6 plus 2, donc là, c'est même pas la peine. Il va se prendre un point de dégâts. D'accord? J'ai trouvé ce moyen de façon à favoriser, on va dire, le côté équestre, le côté chevalier, parce que quand un chevalier il charge ou il est au combat avec son cheval, bien souvent il a des carapaçons, le cheval est un peu blindé ou quoi que ce soit, mais il peut être facilement blessable, comme on a pu le voir tout à l'heure, et il va fuir, la moindre, ça reste un cheval reste une proie quelle qu'elle soit. Donc vous voyez, mais j'ai trouvé ça qui était pas mal, c'est rajouter plus 2 au résultat du dé, plus son art de l'épée au corps à corps, ce qui potentiellement, si le cheval fuit, on arrive à le rattraper, n'importe quel Pékin du coin peut monter un cheval, parce qu'à l'époque, dans l'époque héroïque fantasy, bien sûr, on savait quand même un petit peu monter à cheval. Donc ça procure ce bonus-là. Alors par contre, je considère que le cheval ne combat pas, ce qui est normal, mais pour ajouter ce bonus, on va dire qu'il utilise une espèce de ruade. Voilà. Pour soutenir le cavalier. Alors le cavalier pourra effectuer un tir à distance sans règle spécifique, ni bonus, ni malus au tir. Voilà, c'est là que je dis que le cheval a 3 points de vie et n'a aucun... Alors j'ai dit qu'il avait aucun dé de défense, mais je crois que c'est une erreur. Je vais la corriger tout de suite parce qu'il a un dé 6. Voilà, un dé 6 de défense s'il est attaqué et qu'il est isolé. Et il va fuir lors de la première attaque, réussie ou ratée. Voilà, c'est là que j'avais reporté les trucs. Lorsque le cavalier est pris pour cible et avant de jeter les dés de combat au corps à corps ou une attaque à distance, c'est-à-dire que là, quand il est attaqué, il va falloir qu'il se défende, c'est là qu'on va définir aléatoirement qui est touché. Alors là, dans la plupart des combats médiévaux, bien souvent, on attaque le cavalier qui est beaucoup plus dangereux que le cheval, mais il se peut que des fois une flèche qui se perd ou un coup d'épée qui blesse le cheval, donc là en fait on va rajouter 3 points de vie quelque part d'une certaine façon à la figurine, enfin du moins elle aura ses points de vie normaux plus ceux du cheval, mais on va voir qui est touché, donc on va jeter le dé, donc on va consulter bien sûr le petit résultat que je vous ai mis dans le fichier. De 1 à 2, c'est le cheval qui est touché. Et de 3 à 6, c'est le cavalier. En l'occurrence ici, si lui attaque, on jette le dé. Qui l'attaque? 4, il attaque le cavalier. S'il aurait fait 1 ou 2, il attaque le cheval. Voilà. Donc ce qui veut dire que si le cheval est ciblé, il faudra toujours utiliser la caractéristique de défense du cavalier, sa vigueur ou son agilité. Donc il n'y aura pas cette fois-ci de bonus
d'attaque, comme on l'a vu tout à l'heure, du +2. Non, là, il se défend, mais le cheval ne se défend pas. En fait, il subit d'une certaine façon. Si le cheval est tué, alors ça, c'est une particularité. Admettons qu'il perdait son dernier point de vie, le cheval, pour X raisons, parce qu'il peut être attaqué aussi de côté. Hein. Vous regarderez, hein, il peut être attaqué, vu qu'il est considéré comme un moyen décor. Donc, il a 2 cases. Il peut être, pas en diagonale, mais attaqué. Donc, vous voyez, l'avantage du cheval, c'est bien, mais à savoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il pourra être attaqué sur 6 côtés. Donc on n'attaque pas en diagonale, je vous le rappelle. Donc vous voyez, ça c'est la particularité. Hein, j'aime bien la particularité. Alors, si le cheval est tué, le cavalier doit faire un jet de CR plus 8, CR8, donc un seuil de difficulté de 8, plus son agilité, pour savoir s'il se blesse en tombant. Ça veut dire que là, le cheval prend son dernier point de vie, il bascule, et on va voir si le cavalier s'éjecte. Donc il va faire un jet de dés de CR plus 8. Donc il va jeter les dés. Ok, je retombe sans mal. Donc j'enlève la figurine du cheval et je mets la figurine pédestre. Donc là, il n'y a pas une histoire que je tombe par terre, je relève la figurine. Donc là, il a sauté. Hein. Voilà, il est habitué à faire des choses comme ça. Alors, remplacer, bien sûr, ensuite la figurine du cheval et son cavalier par une figurine à pied. Voilà. Donc là, du coup, on vient de voir tout ce qui est action de combat très tourné vers la chevalerie. Hein, voilà. J'aurai, suite à cette vidéo, le fichier qui va rajouter tout ce que je viens, entre parenthèses, de découvrir. Donc, vous vous inquiétez pas. Mais, comme je vous dis, il y a un complément entre la vidéo et le fichier et vice-versa. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est les actions de bâtiment, d'ouvrir, fermer des portes et fouiller pour qu'on ait une autre dimension du jeu. Alors, une autre petite règle pour donner une autre dimension au jeu, ça va être, comme je vous l'ai dit précédemment, les actions de bâtiment, ouvrir, fermer des portes et fouiller. À savoir que pour ouvrir une porte, il faudra dépenser une action, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que vous arrivez là, 1, 2, une action, j'ouvre la porte, sauf que vous avez déjà fait votre action de déplacement, donc vous ne pourrez pas rentrer dedans tout de suite. D'où l'intérêt de faire gaffe quand on se balade dans un village, on a 2 actions, on peut faire 2 fois identiquement la même action, 2 mouvements, et embrayer sur une action d'interaction au niveau des décors, ou de tir, ou de combat, etc. Sauf que là, je me suis dit, il se déplace, 1, 2, 3, 4, il fait une action de mouvement, une action d'ouverture de porte, donc il ouvre sa porte, et stop. Voilà, il a fait ces 2 actions. Il ne faut pas non plus dire oui, mais il peut continuer son mouvement, machin. Non, il ouvre la porte. Tout simplement parce que en état de guerre, de combat, tu ne vas pas rentrer dans une porte comme tu rentres à la taverne de la dague rouillée. Voilà. Parce que là, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc du coup, on va justement, en rentrant au tour d'après dans cette pièce, savoir si il va se déclencher quelque chose, si il y a... voilà. Et ça, c'est les pions qui vont le définir. Le pion qui est ici, il va le définir. Alors, c'est mon tour de jeu. Je me déplace. 1, 2. Je viens adjacent au pion. Voilà. Ici, pour que vous voyez bien la figurine. Et à ce moment-là, il y a une action de fouille. Voilà. C'est une action de fouille. Donc, déplacement, première action. Deuxième action, fouille, on retourne le pion. Et là, c'est une couleur blanche. Eh ben, dans ce cas-là, on se reporte au scénario pour savoir ce qui se passe. Et de préférence, faire correspondre la couleur de l'effet par rapport... comme ça, vous repérez tout de suite. Par exemple, blanc, blanc, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Blanc, il y a... Enfin, je vais mettre là, comme ça, on le voit bien. Blanc, en général, visuellement, il n'y a rien. Voilà, vous fouillez, mais vous ne trouvez rien. Alors, il y aura peut-être le petit narratif qui va se faire. Et bien sûr, si vous êtes là, que vous ouvrez la porte, mais là, vous voyez qu'il y a déjà un monstre et que vous
votre première action est d'ouvrir la porte, votre deuxième action est de se déplacer, ben, on va se déplacer, mais on a beau venir ici, on est dans, on va dire, l'interdiction de fouiller quand il y a un monstre dans la pièce. Donc c'est la logique même des choses. On ne peut pas fouiller, donc il va falloir s'occuper de lui d'abord pour venir fouiller après. Donc admettons qu'on les tue au tour d'après, on se rapproche. Et on va faire une action, on va dépenser une action de fouille. Et hop, là, jaune. Alors jaune, potentiellement, on peut se dire, oula, déjà avant de lire le texte, jaune, ou ça, c'est mitigé. Il y a peut-être des flèches, il y a peut-être des pièges, vous voyez. Voilà, et pareil pour les autres fouilles. Vert, alors vert, on pourra considérer que potentiellement ça peut être un trésor. Donc sur le scénario, il y aura marqué sûrement jeter un des 10 et consulter la table. Vous gagnez une petite pot de soin, vous gagnez de l'or, voilà. Et là, voilà, rouge, par contre, rouge, il y a un monstre qui était tapis dans une armoire et il vous saute dessus et vous suivez le scénario. On va considérer éventuellement dans un scénario que dès que vous fouillez, admettons que vous avez ouvert la porte, vous êtes déplacé, vous avez terminé vos deux actions. Si au tour d'après, quelle que soit l'initiative, vous décidez de fouiller, vous tombez sur un rouge, automatiquement vous perdez votre deuxième action, potentiellement, et on vous saute dessus. C'est l'effet de surprise. Voilà, parce qu'il faut mettre aussi des effets de surprise en matière de scénario. Mais ça sera spécifié, je pense. Important, je vous conseille d'utiliser des pions objectifs comme ceux de Zombicide. Voilà, ça c'est important, comme on vient de le voir là. Alors là, je lis mon texte pour savoir si je n'oublie rien. Bien sûr, les chevaux et grosses créatures ne peuvent pas entrer dans un bâtiment, les autres figurines peuvent y entrer, sauf si le scénario stipule que les portes sont bloquées ou entravées. Voilà, c'est-à-dire qu'une figurine pédestre, si dans le scénario, parce que ça va être adapté à ces livres, vous dites que cette porte est verrouillée, il faut éventuellement trouver une clé. Alors, clé que je ne sais plus où j'ai mis, et potentiellement elle peut se trouver dans une autre pièce pour ouvrir celle-là, ou alors ici vous avez qui va descendre au sous-sol, ça fait l'objet d'une aventure. Donc là, un premier scénario, un deuxième scénario, on va descendre dans la crypte, donc on va utiliser d'autres livres, comme les donjons Book of Battle Mats. Donc vous voyez, donc je peux créer une espèce d'aventure à base de ces livres, et les décors sont posés, l'ambiance est bonne, je balance bien sûr, parce que je parle avec les mains, c'est mon côté sudiste, je renverse les étagères. Donc voilà, après derrière il faut adapter. Là je sais qu'il y en a qui construisent beaucoup de scénarios pour Rusty Dagger, notamment les Français, et ça c'est super cool qu'ils s'y mettent un petit peu. Voilà, alors ce que je vous propose de faire maintenant, je pense que j'ai rien oublié, reportez-vous au fichier si j'oublie quelque chose. De toute façon, je vais, en revisionnant la vidéo, je vais remodifier le fichier parce que j'y ai trouvé des nouveaux trucs. Et on va regarder maintenant comment intégrer des grosses créatures dans le jeu. Allez, petite idée aussi qui m'est venue à l'esprit, c'est intégrer des grosses créatures dans le jeu. C'est-à-dire des trolls, des ogres, des minotaures, des gros loups-garous, enfin bref. Alors là, je vous ai mis cette figurine-là, mais c'est pas un gros monstre. Bon, c'est un chien de l'enfer, de John Saga, mais voilà, c'est pas un gros monstre. Alors, une case, c'est égal à une figurine normale, on va le mettre là, voilà. Ça, c'est un gros monstre. Voilà, c'est un minotaure, et vous remarquerez qu'il occupe 4 cases. D'accord? C'est ce que j'explique dans les règles, c'est qu'un gros monstre occupe 4 cases. Exception, mais parce que j'ai pas le socle adéquat, c'est que là j'ai un ogre de chez Fenrir et il occupe 2 cases. Voilà, donc j'ai pas, voilà, pourquoi pas l'intégrer, mais dans ce cas-là on le met au milieu. Voilà, il occupe 4 cases. Et puis les déplacements se font, normalement. C'est voilà, 1, 2, 3, hop, 4, vous voyez, voilà, on compte 2 cases. Sauf que, alors, il y a une petite exception qui va être très importante à retenir, c'est que pendant le mouvement, ils ne sont pas affectés par les décors bas.
Bon, voilà. Hop, admettons ici. Voilà, il a un buisson. Il n'est pas affecté. Au même titre, pour équilibrer avec le cheval, il n'est pas affecté. On considère qu'il est de grande taille, même si ce petit décor bas est un petit peu haut, finalement, hein, par rapport à la figurine, mais on considère comme c'est un petit décor bas, donc il va se déplacer de 1, 2, 3, 4. Il ignore tout ce qui est petit décor bas. Donc j'ai noté que pendant leur mouvement, ils ne sont pas affectés par les décors bas, quelle que soit leur taille, mais à certaines conditions. Voilà, la condition est la suivante, c'est-à-dire que là, on va prendre, admettons, un grand décor bas, ce qui est des buissons. Bah, admettons, il se déplace, le Minotaure se déplace de 4, il est ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il peut rejoindre la case à côté. Voyez. Par contre, c'est vrai que chevaucher là-dessus, c'est un petit peu embêtant. Là, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4. Voilà. Par contre, s'il n'a pas assez de cases pour traverser le gros décor, enfin le grand décor bas, voilà, enfin vous m'avez compris, s'il a 4 cases, il fait 1, 2, 3, 4, ben là il a cheval sur le décor, c'est pas bon. Vous voyez, donc il va rester là. Ben, il va se déplacer 1, 2, 3, 4, ben non il peut pas, ben, il reste ici. Et au tour d'après, il peut se déplacer 1, 2, 3, 4 et il viendra là. Donc après, il y a une certaine logique. Ou alors, il va contourner. S'il peut se retrouver à cheval sur 2 cases où il y a le buisson, ben, il peut éventuellement contourner. 1, 2, 3, 4. Mais voyez qu'il faut adapter, être logique, hein, parce qu'après, vous allez être emmerdé. Hein, mettez la figurine comme ça. Voilà, quoi. C'est un peu... Bon, là, ça va que elle tient. Mais des fois, vous avez des petites ruines ou des petits machins comme ça. Bon, on va pas s'amuser à jouer l'équilibriste. On va au plus rapide. S'il ne peut pas passer, il contourne. Voilà, partons de cette règle de base. S'il passe, ok, il s'arrête ici à condition qu'il ne chevauche pas. S'il ne peut pas, bah, il contourne 1, 2, à condition que... Voilà, il y a une autre condition. Et c'est là où c'est l'intérêt des gros monstres. Parce qu'affronter des gros monstres, c'est dangereux, mais c'est également potentiellement... Ah ben tiens, il y a un loup-garou qui est un gros monstre aussi, bon, sauf qu'il vient de Frostgrave, il est enneigé. C'est que là, vous remarquerez ici, là on a de l'eau. D'accord. Et puis on a une espèce de roue. Et là, on a une colonne de une case. Bah, les gros monstres, malgré qu'ils soient forts, malgré que tout ce que tu veux, bah, ils ne pourront pas traverser un couloir d'une case. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ils sont gros et voilà, c'est serré, quoi. Va traverser quelque chose de 15 cm. Voilà ce que je veux dire qui arrive. Hein. Mais là, typiquement ici, sur cet exemple-là, j'enlève la porte, on a un couloir d'une case. Admettons ici qu'on ait un bâtiment. Alors le plus simple, ça serait de dire ici, voilà, on ne va pas s'embêter. Cas de figure, il n'y a qu'une case. Comme le monstre en occupe deux, bah, il ne peut pas traverser cette case. Il est trop gros. Voilà. Un monstre, c'est con. Il va dire, oh, c'est trop serré, je contourne. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Faites attention à ces chevauchements de décors. Bon, c'est rare qu'on ait des gros décors bas, mais voilà un petit peu la particularité des gros monstres. Alors, j'ai pas encore travaillé dessus. Je pense quand même qu'ils vont être assez costauds, quoi. Peut-être du style 10 points de vie. Vous voyez. Donc, voilà, c'est en cours, parce que là, dans Rusty Daguerre, les règles officielles, c'est rare que vous ayez des gros monstres. Vous avez des gros boss, oui, mais en général, ça tient sur une case et c'est du 10 x 6, donc vous voyez, ça reste relativement petit. Donc je pense que j'ai fait le tour pour les gros monstres, hein. Je vous le rappelle, mais je radote, hein. Vous consulterez le fichier, vous adapterez, vous restez dans une forme de logique, vous vous embêtez pas, si ça chevauche des décors, bah, il ne peut pas passer, il contourne et terminé. Il ne faut pas s'embêter, voilà, au lieu de calculer à la virgule près les choses. Je pense que j'en ai terminé avec les grosses créatures. Maintenant, effectivement, on va regarder la possibilité de jouer à 2 joueurs.
Alors, ce qui va être intéressant justement sur multiplier la surface de jeu, c'est que vous pourrez jouer avec une autre personne, hein, qui a son héros, qui a ses compagnons. Voilà, ça peut être vraiment sympa de, on va dire, de rajouter une dimension, on va dire, coop à cet excellent petit jeu, comme je le dis souvent. Mais par contre, la restriction, c'est que vous n'aurez le droit d'utiliser, vous n'aurez le droit de jouer à deux qu'avec cette extension de 2 pages. Voilà, vous pourrez jouer, comme ça laisse un petit peu d'espace, parce qu'imaginons que vous ayez une charmante compagnonne ici qui vous regarde droit dans les yeux, avec ses yeux perçants, qui veut se joindre à vous dans l'aventure. Donc vous êtes limité à 3 compagnons par joueur, donc ça ferait 6. 8, donc 8 figurines là, il faut adapter les monstres en face. C'est possible, ça va être un peu serré, je vous l'accorde, mais à tester, pourquoi pas. À savoir que si dans un scénario officiel de Rusty Daguerre, on vous demande de mettre X monstres, c'est-à-dire admettons 3 zombies, il faudra les multiplier par 2 parce que vous êtes 2 joueurs. Vous adapterez les décors également. Par contre, il s'avère que des fois, vous avez un boss. Admettons que c'est un boss. Au lieu de multiplier par 2 le nombre de monstres, enfin, vous multipliez par 2 le nombre de monstres, mais s'il y a un boss dedans, vous n'allez pas multiplier par 2 le boss. Vous allez remplacer par une figurine de monstre qu'on vous demande de rajouter. C'est-à-dire, admettons que vous avez 3 zombies, plus ou 2 zombies plus le boss, vous mettrez 4 zombies plus le boss, et alors attendez que je reprenne, je suis en train de me perdre là. 2 zombies plus le boss, multiplié, ça fait 4 zombies et un autre boss. Le boss, vous le virez, vous mettez un 5e zombie. Voilà. Donc vous rajouterez une figurine, de préférence la plus forte, parce qu'il se peut que des fois, peut-être vous ayez un zombie, un orc et un boss. Voilà. Vous mettrez la figurine la plus forte à la place d'un 2e boss. Enfin, j'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour là, les amis. Il me semble que j'ai fait le tour. Donc le fichier que j'ai là, ici, je vous le mettrai à disposition en PDF, en téléchargement dans la vidéo. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclut. Et puis, si toutefois il me vient des idées en route, je vous le signifierai sur Facebook ou sur la communauté. Allez, on conclut. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Téléchargez le fichier et puis essayez, testez. Bon, comme je vous dis, c'est pas important d'avoir ces livres, hein, si vous avez l'équivalent, parce que je crois qu'il existe des livres qui s'appellent Pathfinder aussi, spécifiquement pour le jeu de rôle. Alors, à savoir que j'ai utilisé le volume 2. Là, j'ai le volume 1 de Towns and Tavern. Et puis, j'ai également The Dungeon Books of Battle Map. Donc, il y a 2 livrets. Donc, il y a toutes les illustrations derrière que vous retrouverez. Ça, je l'ai fait. Vous le retrouverez dans une vidéo que j'ai adaptée pour Frostgrave and Dungeon. Donc, j'ai fait une partie de gameplay. L'extension que j'ai créée Donjon, c'était d'une fan-made pour Frostgrave, c'est sorti un petit peu de mon imagination. Ça n'a pas forcément été suivi plus que ça. C'est pour ça que j'ai créé l'idée, les règles. Et ensuite, je laisse vivre tout ça. Bon, ça a plus ou moins pas... j'ai pas eu beaucoup de vues sur la vidéo. C'est pas grave, je l'ai livré, je me suis fait plaisir. Je l'ai créé et puis ensuite à chacun de modifier, adapter, etc. Moi, je donne et après vous faites ce que vous en voulez avec. Alors à savoir que faisant suite à cette vidéo, forcément vous allez avoir pas un rapport de bataille, une partie, parce que ce que j'explique en théorie, je vais forcément l'appliquer, hein, ce qui est normal, de façon à ce que au cours de partie, il se peut qu'il y ait des cas de figure auxquels j'ai pas pensé, parce que je suis parti sur une base que j'avais déjà dans l'idée. Les coups des ouvertures de portes, fermeture des portes, c'est pas un problème. À savoir que même les ennemis pourront ouvrir des portes. Donc si vous allez vous réfugier dans un bâtiment, ils vont pouvoir rentrer. À moins de dire barricader la porte, mais alors là on rentre dans autre chose là. Donc, mais pourquoi pas. Il y a du pourquoi pas dans l'air. Voilà. Mais je pense que là on a la base.
Et effectivement, faisant suite à ça, je vais créer un scénario vite fait, scénario test, que je vous filmerai et que je vous mettrai en téléchargement pour ceux qui ont le livre, de pouvoir le tester aussi et peut-être me faire un retour sur l'expérience de jeu. Et puis voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vais modifier 2-3 trucs, télécharger le fichier et je vous préviendrai s'il y a une mise à jour conséquente du fichier. De toute façon, je remplacerai le lien et je vous le communiquerai sur la communauté de ma page YouTube, hein, l'onglet communauté, et sur ma page Facebook, et puis éventuellement dans le groupe Rusty Dagger en anglais. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, j'ai un petit peu soif, je vais boire un café, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Et on va se retrouver très bientôt pour la partie filmée test de cette extension. Ciao!